Bonjour, Jacques Wibrecht. Ravi d'abord de vous voir quand même assez nombreux ce matin. Je suis à la fois entrepreneur. Emma, qui vous a dit quelques mots, travaille avec moi depuis quelques temps maintenant. Et je suis fondateur de plusieurs choses, mais là, on est là à titre du Parlement des entrepreneurs d'avenir, qui est un événement que nous avons lancé il y a une dizaine d'années, justement pour réunir le monde économique, mais plus globalement le monde économique et la société sur les enjeux de transition. Et le Parlement a créé tout un écosystème, toute une communauté, un biotope, on l'appelle un biotope, qui s'appelle Entrepreneurs d'avenir, qui regroupe plusieurs centaines de dirigeants, de managers, d'intrapreneurs qui, par leur pratique, par leur manière de voir l'entreprise, cherchent à améliorer les conditions à la fois économiques, bien évidemment, mais surtout humaines, sociales, écologiques de leurs organisations, de leurs entreprises. Donc, il est à la fois logique et normal que, avec French Talent Studio et Test, nous ayons cherché à lier effectivement l'enjeu de tension qui porte sur le marché du travail aujourd'hui, en tout cas sur un certain nombre de métiers, et les enjeux de transition, mais nos différents intervenants vont revenir sur ce sujet. Ce que je voulais juste ajouter rapidement, c'est que bien évidemment, on est dans un contexte assez particulier. Tensions sur un certain nombre de métiers sont à la fois structurelles sur certains métiers. On sait bien, il y a des métiers qui, depuis assez longtemps et avant la crise Covid, portaient déjà des symptômes de tension assez fortes. Voilà. Et là, effectivement, est apparu il y a 2 ans cette période, ce virus et ces confinements divers et variés, qui nous a à la fois qui a créé de nouvelles conditions à la fois pour les personnes, pour les entreprises. Là, on est dans des conditions de forte reprise, donc il y a une accentuation, bien évidemment, des tensions sur un certain nombre de métiers, mais il y a aussi surtout, nous semble-t-il, une sortie de ces, enfin, on espère en tout cas, une progressive sortie de la pandémie avec une très grande interrogation de la part de beaucoup de collaborateurs, de beaucoup de salariés ou de gens qui sont sur le marché du travail sur le sens au travail, sur l'autonomie, sur la manière de travailler, sur les conditions sociales et une grande question sur est-ce que l'entreprise prend en charge les grands enjeux de société. Voilà. Et donc, c'est là que va se situer notre débat, me semble-t-il, sur l'attention versus la transition. Voilà. Je vous remercie d'être aussi nombreux. Aude, c'est toi qui prends la suite. C'est Damien. C'est Damien. C'est moi qui prends la suite. Bonjour, donc je suis, comme le disait Jacques, j'ai une double casquette. Je suis à la fois dirigeant d'un cabinet de recrutement qui s'appelle Taste, qui est un cabinet spécialisé dans le recrutement des experts. Donc des personnes qui ont des savoir-faire métiers ou sectoriels forts. Et on est très orienté depuis le début sur toute la transformation en fait, des métiers et secteurs. Transformation qui est principalement liée déjà ce qu'on appelle BNIC, biotech, nanotech, sciences de l'information et sciences cognitives, hein, qui sont toutes les briques technologiques. Ce matin, j'étais aussi sur le quantique. On voit qu'en ce moment, en fait, toute l'innovation de rupture qui est portée par les technologies, ces briques technologiques et notamment la cohabitation de ces briques technologiques transforme profondément à la fois fait naître des entreprises qui sont dans des innovations de rupture, toute la rhétorique des licornes, toutes ces entreprises qu'on voit lever des fonds de manière extrêmement forte et capter des investissements, et puis pousse toutes les entreprises, on va dire, on avait ce mot brick and mortar, c'est-à-dire qui étaient ancrées dans notre société, qui ont une rentabilité, à capter le potentiel de ces technologies pour organiser leur transition. Et nous, on est vraiment aux côtés de ces entreprises pour les accompagner dans la capacité à acquérir ces talents. Alors, comme le disait Jacques, hein, la conjoncture, avant Covid, on était déjà en guerre des talents. Et sur les talents expérimentés, et forcément, avec un mécanisme de reprise extrêmement rapide, c'est une guerre, c'est même plus une guerre, c'est vraiment un sauve-qui-peut des talents. On a eu une accélération hein, d'une offre d'offres qui est colossale sur les experts. À titre d'exemple, Cadre emploi avant crise, c'était 15 000 offres, même pas 13 000 offres d'emploi. Il y en a 30 000 aujourd'hui. Donc, ça montre aujourd'hui l'accélération qu'il y a sur ça. Donc, nous, là-dedans, on traite à peu près de 250 postes et
voilà, on est confronté à cette problématique d'acquisition, en plus renforcée, comme le disait Jacques, par des éléments structurels de transition écologique, de chercher un modèle aussi qui continue à faire société, l'inclusion, hein, qui sont vraiment les grands défis sociétaux face auxquels on est. Et du coup, face à ça, en tant qu'acteur du recrutement, où on est voilà, un acteur français reconnu et challenger des gros internationaux, on s'est dit, mais en fait, seul, on n'aura pas, seul moi pas capable, comme on dit souvent dans les jargons un peu coaching. C'est-à-dire que seul, nous, on s'est dit, mais on ne pourra pas réussir à résoudre tout le sujet de comment on fait pour réussir à ce que les entreprises puissent avoir les talents qui leur permettent en fait de conduire leurs organisations. Donc, on a décidé de créer French Talent Studio et c'est dans ce cadre-là en fait ce matin qu'on est tous ensemble et qu'on a qu'on a décidé de s'associer avec les différents intervenants ce matin, dont Entrepreneurs d'avenir, de se dire en fait il faut qu'on bâtisse des solutions communes qui amènent parfois même des compétiteurs à travailler ensemble pour réussir à se dire en fait comment on fait monter en fait en puissance le capital humain, le talent. Comment on donne des solutions plus fortes pour pouvoir avoir une augmentation de la valeur des talents de façon à ce qu'on ne se retrouve pas dans ces systèmes de pénurie absolue et qu'au contraire, on puisse proposer des carrières motivantes, plus engageantes et donc de penser aussi différemment l'entreprise. Et donc, c'est vraiment nous, au sein du French Talent Studio, on est là pour… on a décidé de créer une communauté de partenaires. On est plus de 40 partenaires. Maintenant, en ce moment, en plus, on est en train d'intégrer des DRH à l'intérieur de cette communauté. Et on est là pour bâtir des solutions communes et faire qu'on ait un espace de partage et d'innovation. Donc, voilà, bienvenue ce matin. En tout cas, Maud, notamment, voilà, vous avez travaillé tous ensemble à l'organisation. Et c'est vraiment le sens de ce qui est fait ce matin, c'est d'essayer de croiser, d'essayer de s'inspirer pour essayer de trouver… les solutions communes et avec un axe qui est très fort ce matin, les solutions notamment pour motiver les personnes dans les organisations. Alors, la première, c'est l'expérience, c'est-à-dire la capacité à ce que faire qu'au quotidien, j'ai envie de venir dans mon job et de travailler avec les gens avec lesquels je suis. Et le deuxième, c'est le sens. C'est le sens et les résultats qui sont produits. Tout à l'heure, Jacques disait la politique. On voit que le deuxième indicateur, c'est je produis du sens et je produis des résultats qui produisent du sens dans la société. C'est le deuxième facteur de motivation. Voilà. Donc, je laisse la parole après. Colline, tu veux prendre la suite pour te présenter? On va faire un petit tour de présentation des intervenants. Avec plaisir. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Donc moi, je suis Colline Degeorges. J'interviens ce matin au nom de la société Lumia en tant que responsable des partenariats et de l'écosystème au sein de Lumia. Donc Lumia, c'est une entité qui a 3 activités dont les 3 vont nous concerner d'ailleurs ce matin. La première et qui est le socle, un peu le terreau fertilisateur des 2 autres, c'est un centre de recherche-action qui est spécialisé sur la thématique des modèles économiques de la soutenabilité forte. Peut-être qu'on sera amené à reparler de ça ce matin. On travaille énormément en ce moment sur les modèles économiques régénératifs et les modèles économiques à impact. Et les 2 autres activités de Lumia sont une école d'enseignement supérieur qui propose aujourd'hui des formations pour des personnes qui souhaitent vraiment plutôt se reconvertir, trouver une formation qui leur permette de compléter une expertise métier qu'ils auraient pu acquérir dans d'autres formations, mais avec une dimension qui est double dans cette école, qui est le travail sur soi, qu'on a appelé la reliance. Donc, comment moi, en tant que porteur de projet ou entrepreneur, je peux vraiment travailler sur mon intériorité pour mener à bien mes projets sur le long terme notamment, puisque quand on parle de projets à impact, on est souvent sur des thématiques qui peuvent être plus lourdes et plus anxiogènes. Donc, on travaille beaucoup sur l'intériorité et sur ce qu'on a appelé Reboot Society, donc vraiment comment comprendre avec finesse le monde, ses enjeux, leur complexité, toute la dimension
interconnexion, donc voilà, une vision très systémique. Et donc, on propose ce programme au sein de l'école pour accompagner les entrepreneurs et porteurs de projets sur ces 2 dimensions en parallèle. Je grandis tout en faisant grandir mon projet. C'est un petit peu, si on devait choisir une phrase pour résumer, ce serait ça. Et on a comme 3e activité le centre de formation. Donc, on accompagne également tout au long de la vie les personnes qui souhaitent continuer de se former alors qu'elles sont déjà en poste. Et on a dans ce centre de formation toujours cette volonté d'accompagner la transformation profonde des organisations. On a plusieurs programmes, et notamment un qui porte vraiment sur les dirigeants et qui a été co-construit par Entrepreneurs d'avenir, qui est là ce matin, qui est un programme long et qui se veut très engageant et très transformateur pour les aider non pas à comprendre les normes ou les règles qui peuvent régir la RSE, mais comment vraiment se saisir de ce sujet de la transformation, comment le gérer soi en tant que dirigeant, comment embarquer ses équipes, comment repenser complètement l'operating system de son entreprise, comment passer à l'action. Donc c'est vraiment dans le passage à l'action qu'on se situe chez Lumia. Voilà. Je vous en dirai sûrement plus tard, mais je laisse la place à mes collègues. Merci. Thomas? Oui, salut à tous. Donc, Thomas Brezard, moi je travaille chez Nursis, une entreprise de services numériques qui a été créée il y a un peu plus de 25 ans maintenant. Puisqu'on va parler de métiers en tension, autant vous dire que nous on est bien dedans. On parle de ces dernières années de 30 à 50 000 postes à pourvoir dans le secteur du numérique. Donc, c'est bien de la difficulté qu'est la nôtre aujourd'hui à pouvoir ne serait-ce que répondre en fait aux attentes de nos clients. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à se différencier, à être singulier pour pouvoir avoir une attractivité qui soit bien identifiée. Et chez nous, depuis 2 ans, ça s'appelle la perma-entreprise. C'est un modèle de développement qu'on a inventé chez Nursis qui est fortement inspiré de la permaculture et que l'on a souhaité créer et inventer parce que depuis bien longtemps, on travaillait les notions d'épanouissement, de bien-être, de finalité aussi des projets que l'on réalise, quelle utilité ils ont pour la société dans son ensemble. Et pour pouvoir mettre tout ça en musique de la façon la plus efficiente qui soit, et donc avoir un modèle d'entreprise qui soit très engagé, qui donne du sens aux équipes et qui, le plus possible, permet de contribuer à l'intérêt général. On a fait émerger cette idée de s'inspirer de la permaculture pour créer ce modèle. Moi, je suis à la direction de ça chez Nursis, de la mise en œuvre de ça. Et donc, ça amène notamment à s'interroger en profondeur sur pourquoi on fait des projets, pour quelle finalité on fait des projets. Est-ce qu'on développe des réseaux sociaux qui cherchent à retenir au maximum l'attention des utilisateurs et en faire des sites de marketing parfaits de façon déguisée? Ou est-ce qu'on développe des choses pour favoriser l'accès à la santé, pour accélérer la transition écologique? La deuxième chose, c'est comment on fait, comment on le conçoit, comment on respecte les données privées, comment on limite l'impact environnemental. Voilà ce qui anime ce que l'on fait au quotidien chez Nursis maintenant depuis quelques temps. J'en dis pas plus pour l'instant. Merci. Amaury? Bonjour à tous, Amaury Éloi, je suis en charge des richesses humaines chez Sycomore. Sycomore, c'est une société de gestion qui gère 9 milliards, qui est spécialisée dans l'investissement socialement responsable. On est aussi une Bicorp, c'est-à-dire une société à mission. Et parallèlement à mon métier de DRH chez Sycomore, je suis cofondateur d'une appli qui s'appelle Rift. Et Rift, c'est un peu le Yuka de son épargne. C'est pour voir comment est-ce qu'on impacte, donc en clair, est-ce qu'on impacte positivement ou négativement avec son épargne. Donc, j'ai une double expérience d'homme de ressources humaines et d'entrepreneur. Par le passé, j'ai aussi créé d'autres entreprises. Merci. Corinne? Bonjour à tous. Alors, je suis Corinne Bocobza et comme Amaury, je m'occupe aussi des richesses humaines au sein de la société Alma. La société Alma est une scope qui est éditeur de logiciels depuis maintenant 42 ans sur la région grenobloise, dans différents secteurs d'activité. Donc aussi société qui évolue dans le secteur numérique, qui est, comme Thomas le disait si bien, un secteur en tension en termes de recrutement. Nous
nous sommes une société coopérative, donc qui a un but qui est d'avoir un projet commun, mais recentré sur l'humain, avec différentes valeurs assez proches voilà, de la personne, avec de la transparence, de l'équité et surtout un partage au niveau du projet commun, au niveau aussi donc, des décisions au niveau de la structure, mais j'aurai peut-être l'occasion de partager ça un peu plus tard avec vous. Merci beaucoup. On va passer donc à une petite animation. Maud, je te laisse partager ton écran. Oui. Alors, je vous invite à scanner le QR code ou à rentrer les coordonnées. Voilà, c'est quelques questions pour rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est histoire de voir au plus large l'audience. Donc, voici, c'était la première activité. Je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de joindre pour les votes avant que nous passions à la question suivante. Donc là, il y a également une question qu'il faut que vous puissiez rejoindre.
Et voilà. Et juste pour finir, on va lancer une petite activité pour lancer le débat. Il s'agit d'un nuage de points. Donc là, on va justement vous demander d'insérer des mots afin que les intervenants vont rebondir là-dessus pour intégrer le vif du sujet qui nous intéresse. Alors, je vous réinvite à couper vos micros et on va pouvoir rentrer sur une introduction de la part des intervenantes maintenant qu'on voit que les mots qui prédominent sont ainsi ouverture, leadership, engagement. Voilà, donc je vous laisse la parole et je vous en prie. Ah, on a plus les mots. Tu peux nous les remettre? Il n'y a plus les mots. Moi, j'ai commencé en inversant la façon d'aborder cet exercice. De pas coutume, je ne vais pas respecter la consigne, mais je suis désolé. Non, mais plus sérieusement, bon, les mots qui apparaissent de façon la plus récurrente sont tous très cohérents, mais moi, je trouve qu'il en manque peut-être un qui est extrêmement important. En fait, c'est de la patience. C'est de la patience et c'est une très forte empathie. Et ça, je le vois parce que quand on parle de transition, on parle de changement de comportement, on parle d'évolution dans ses pratiques, dans la façon dont on travaille, dans la façon dont on se déplace. Et ça, c'est extrêmement inconfortable. Et pour avoir mené des transitions chez nous sur certains sujets, notamment sur un lien avec la planète, je peux vous dire que vous avez beau être leader, ou en tout cas essayer de l'être, vous avez beau avoir une vision, vous avez beau avoir énormément d'engagement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que c'est pas ça qui fera bouger généralement les autres. Il faut beaucoup les écouter, il faut avoir de l'empathie pour parfois leur manque de motivation, leurs difficultés face à la tâche, et de la patience parce que le changement demande du temps. Et vous ne pouvez pas forcer les gens, surtout dans un cadre d'entreprise, à changer comme ça du jour au lendemain. Et moi, j'ai vraiment pu expérimenter ça. Voilà, j'en dirai pas plus à ce stade pour que tout le monde puisse dire un mot. Alors, pour rebondir sur, je ne sais pas si vous m'entendez, mais. Ouais, c'est bon. Oui. Pour rebondir sur ce que tu disais, en fait, ma compréhension du sujet, c'est que la transition, elle est permanente, elle a toujours existé. On parle, compte tenu des ruptures technologiques, de beaucoup de transitions, de disruptifs, etc. Mais bon, je suis suffisamment vieux, à 54 ans, pour avoir vu beaucoup de cas de figure, notamment dans plusieurs pays où j'ai œuvré. Et finalement, la transition, elle est permanente. Et si on regarde l'histoire du monde de l'entreprise, c'est une continuité au-delà des effets de mode et des termes qui sont employés aujourd'hui. Donc, je pense que une des clés, et comme tu l'as dit, c'est la patience. Une autre, c'est d'être soi-même un collaborateur apprenant. Et je ne pense pas qu'il faille attendre de l'entreprise qu'elle apporte la dynamique. Je
pense que la dynamique, elle doit d'abord être propre. À soi-même, pardon. Est-ce que je suis quelqu'un de curieux? Est-ce que j'ai envie tout au long de mon parcours professionnel de me remettre en question? Est-ce que je suis capable de m'ouvrir, de me former, d'aller trouver des différences? Et c'est avant tout, à mon sens, un soft skill. Et il n'y a pas de formule magique, c'est un état d'esprit. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut trouver une entreprise qui offre un cadre qui permette d'être un collaborateur apprenant. Donc, il y a des entreprises où il faut qu'il n'y ait qu'une tête et il faut écouter ce que l'oreille du chef a envie d'entendre. Et puis, il y en a d'autres qui sont des entreprises qui laissent beaucoup plus de part à la dynamique personnelle, qui laissent, parce que c'est dans la culture, la part belle à l'échange, à la contradiction, au think out of the box, comme le disent les amis anglo-saxons. Et donc là, je pense que c'est une fois de plus aussi à chacun, quels que soient les métiers, et c'est pas que une question de rupture technologique du numérique, c'est vrai dans beaucoup de domaines, il faut trouver un terrain de jeu, finalement, qui corresponde à cette possibilité de devenir un collaborateur apprenant. Et j'en profite pour rebondir du coup. Merci Amaury et Thomas. Moi, je rajouterais 2 choses. C'est vrai que le mot leadership ressort en premier. Je rajouterais 2 points. En fait, pour moi, la transition, c'est avant tout mieux se connaître et effectivement avoir en tête qu'on évolue tout au long de sa vie et être en capacité de savoir quel est son talent en fait, parce que tout le monde n'est pas né pour être leader et tout le monde ne peut pas forcément l'être, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas être une part de la transformation, de la transition de son organisation. Ou sa propre transition à soi d'ailleurs. Et donc il y a cette première notion-là. Et la deuxième notion qui est peut-être particulièrement forte en ce moment, même si je partage tout à fait le constat d'Amaury de dire qu'on a toujours été, on est toujours en transition en fait. C'est l'état même de nature qui fait qu'on est tous en transition et les organisations n'échappent pas à cette règle. Il y a peut-être une notion d'incertitude qui est particulièrement forte, notamment sur tous les enjeux environnementaux et sociaux en ce moment, qui fait que une personne à même de mener la transition dans son organisation sera une personne qui est en capacité de gérer cette notion d'incertitude-là de manière créative et constructive pour en faire émerger le meilleur de ce qu'elle peut à l'instant T, puisque la notion même d'incertitude fait que ça évoluera forcément et qu'une bonne solution aujourd'hui ne sera peut-être pas la bonne solution demain ou qu'une bonne solution dans un contexte d'entreprise ne sera évidemment pas transférable dans un autre. Donc voilà, ces 2 notions d'identifier son talent et d'être un petit peu à sa bonne place en fait et l'incertitude. Alors, moi, je vais revenir. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à présent, et je pense que il y a 2 volets, c'est-à-dire qu'il y a une certaine vision que l'entreprise doit avoir et partager au niveau de l'ensemble de ses salariés. Voilà, ça marque un engagement. En effet, la transition, je suis d'accord avec Amaury, on la vit tout au long en fait de notre vie professionnelle, avec plus ou moins de modifications. Donc voilà, je pense qu'il y a d'un côté l'engagement et la vision de l'entreprise à partager avec l'ensemble des salariés pour que ça puisse se passer le mieux possible. Et d'un autre côté, voilà, c'est d'où l'aspect coopératif dont je vous évoquais tout à l'heure, puisque à Alma, on partage beaucoup de choses et on travaille actuellement beaucoup sur cet aspect-là de transition et on travaille en commission, par exemple. Ce qui nécessite pour chacun d'entre nous d'avoir une certaine ouverture d'esprit et d'avoir confiance en soi, en ses convictions et aussi confiance en l'entreprise pour justement mener à bien ces transitions. Donc voilà, c'est un peu ce que
j'ajouterais l'ouverture d'esprit de chacun, la confiance en l'un et en l'entreprise, voilà, le projet collectif et une vision partagée. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, si on se place, tout à l'heure je parlais côté soi-même individuel, collaborateur apprenant, côté entreprise, je pense qu'il y a un autre point qui est très important aujourd'hui, c'est la sincérité. Bon, d'abord, toutes les entreprises n'ont pas forcément ou ne veulent pas faire l'exercice de quelle est ma mission. On peut appeler ça aussi la vision. Enfin, la mission, c'est plus quel est l'impact que je souhaite avoir sur mon écosystème au sens large, c'est-à-dire à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur. Tout le monde ne fait pas cet exercice. Nous, chez Sycomore, on est allé au bout de cet exercice, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Et on a eu ce label Bicorp qui n'est pas une fin en soi, mais qui est un point de démarrage et de contrôle que la mission est sincère et effectivement bien menée et que c'est une réalité. Mais la sincérité de la mission ou de la vision, c'est ce qui permet de donner du sens. Et donc, c'est le pourquoi. Après, le comment, la mise en œuvre, ça, c'est autre chose. Mais ce pourquoi, c'est vraiment le dénominateur commun. Et pour revenir à la guerre des talents, c'est ça qui fait qu'on arrive, je pense, à attirer des talents. Bon, il y a parfois un peu d'image de marque, par exemple, chez Sycomore, ça fait 7 ans qu'on est Great Place to Work. Et je vois bien quand il y a des candidats qui frappent à la porte, ça fait tilt, parfois ils en parlent. Mais dans la réalité, les talents, ils ont le choix. La guerre des talents, une fois de plus, à mon sens, elle a toujours eu lieu. Donc, ce n'est pas l'entreprise qui choisit les talents, c'est les talents qui choisissent l'entreprise. Moi, ce que je vois, c'est que la sincérité de la démarche d'une mission, donc l'opposé du greenwashing, si on parle des enjeux environnementaux, sociaux, de gouvernance, la sincérité, le walk the talk, l'exemplarité des dirigeants, la mise en œuvre des valeurs, pour pas que ça reste juste des mots, tout ça, c'est ce qui transpire en termes de sincérité, ce qui va faire qu'on va arriver à attirer des talents qui ont forcément une dimension supplémentaire de par leur savoir-faire. Donc ça, ils sont très courtisés pour leur savoir-faire. Et finalement, le dénominateur commun, ça va être le savoir-être. Et s'ils se retrouvent dans ces valeurs de sincérité de l'entreprise, dans la capacité à mettre en œuvre la mission ou la vision, et bien du coup, ça match. Est-ce qu'on a encore 2 minutes pour que je raconte une courte histoire, chères animatrices? Le débat est lancé là, donc c'est bon. Voilà, je trouve qu'il y a une belle continuité là dans ce qu'on dit. Et en fait, vous voyez, nous, par exemple, il y a 4 ans, on a, par conviction, fortement accéléré tout ce qu'on faisait ou la façon dont on se mobilisait autour de l'impact environnemental de l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, ça a permis d'identifier ou de faire émerger des gens qui, en fait, avaient ces aspirations-là, mais n'avaient pas encore pris ou trouvé le territoire d'expression de l'entreprise pour le faire. Oui, les gens se révélaient chez nous, parce qu'au-delà de leur cœur de métier, qui est la conception de services numériques, il y a eu la possibilité, dans un cadre professionnel, de s'investir de cette cause-là qui était importante pour eux. Certains très investis, très engagés dans le domaine perso, qui avaient envie de pouvoir en fait le faire aussi dans l'entreprise. Et du jour au lendemain, ont pris des leads qu'ils ne prenaient pas avant. Donc ça, c'est intéressant parce que ça montre que selon le cadre que l'on donne, en fait, on peut permettre aux gens de révéler leurs talents sans parfois les avoir identifiés en amont. Mais il y a aussi des cas de personnes qui étaient très peu connectées à ces sujets, à ces enjeux environnementaux, et qui, parce qu'on a créé ce territoire, s'y sont davantage intéressés et en fait sont entrés en transition eux-mêmes. Et quand on évoque la transparence, etc., nous, on fait un truc depuis quelques temps, c'est que aujourd'hui, si vous allez sur le site de Norcis, par exemple, vous pouvez voir le bilan carbone de l'entreprise. Et il n'y a pas beaucoup de boîtes, je pense, qui le font, ça, parce que on considère que le sujet du climat, il est tellement important et il est tellement commun à tous, qu'une entreprise, si elle est sérieuse dans sa démarche d'engagement sociétal, elle doit être transparente sur ce truc-là. Elle doit communiquer sur sa trajectoire, sur ses progrès, sur ses difficultés, et savoir aussi exprimer des difficultés parfois.
pour que, notamment quand les gens intègrent l'entreprise, ils ressentent bien ce souci de transparence. Je rejoins ce qui a été dit juste avant sur voilà, le projet d'entreprise auquel on veut participer en rejoignant une boîte. Et d'ailleurs, le vote de la première question l'a montré. Parmi les participants d'aujourd'hui, écrasante majorité qui nous disent moi, je souhaite avoir un projet qui a du sens avant finalement d'avoir une belle rémunération, avant d'avoir des perspectives d'évolution dans l'entreprise. Et je trouve que ça représente très bien ce qui se passe chez nous, parce qu'historiquement, on faisait beaucoup de choses sur l'humain. On avait créé une université d'entreprise, on avait créé un genre de mapping de la carrière pour dire, voilà, dans 5 à 10 ans, quel est le chemin que tu dois faire pour arriver à des postes à responsabilité, pour donner de la visibilité, faire des formations en compétences humaines, comme la communication non violente, la lutte contre les préjugés, voilà, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, l'attente, elle est vachement plus sur l'écologie. Et de plus en plus de choses s'alignent chez nous, dans ceux qui nous rejoignent, dans les projets que l'on fait, comme je le disais en intro, autour de cette thématique-là, étant éminemment lié au social. Hein, donc évidemment, on n'a pas oublié le volet humain qui est absolument fondamental. Mais vous voyez comment, et je trouve que ça rejoint bien tout ce qui a été dit, l'entreprise est en constante évolution, les humains aussi. Et voilà. Et nous, on essaie vraiment de créer ces territoires d'expression, de mobilisation, le libre, en tout cas au maximum sur la partie environnementale, pour que tout le monde puisse s'investir sur ce sujet-là à sa juste mesure. Et ça permet de révéler des talents, de compléter les compétences, de trouver du sens dans son engagement pro aussi. Corinne, pour rebondir sur le sujet. Oui, je suis tout à fait je suis d'accord avec ce que Thomas dit. C'est vrai qu'au sein d'Alma, on a peut-être moins avancé que Nord6 sur cet aspect environnemental, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pour nous est important, notamment dans les personnes qui nous rejoignent lors de nos recrutements. Déjà, c'est vrai qu'on remarque que les personnes souhaitent avoir un projet qui a du sens et être dans une entreprise qui donne du sens à ces projets. Le fait déjà d'être en scope implique de partager certaines valeurs et notamment, nous, l'équité, la transparence sont assez importantes. Nous avons une vie démocratique qui est assez développée puisque chacun des salariés peut devenir associé, ce qui fait que on s'implique dans l'entreprise et on a besoin de tous aller dans le même sens. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient. On a la possibilité de s'exprimer sur divers sujets. Tout à l'heure, j'évoquais la vision, on la partage puisqu'on est impliqué pour après tous aller dans le même sens on parle à l'heure d'aspects environnementaux. C'est vrai que c'est quelque chose qui est important de plus en plus et pour notre part, je disais, on était moins avancé, mais on a des projets, on a créé une commission environnementale où on travaille sur notre bilan carbone, par exemple, sur plein de petites choses dans un premier temps pour, je dirais, que tout le monde puisse, entre guillemets, mettre la main à la pâte et avoir cet esprit, à son esprit, l'environnement un peu plus, à faire un petit peu sa part des choses. Nous sommes en train de créer un jardin forestier, par exemple, au sein d'Alma. On avait déjà un jardin, mais là, on crée quelque chose qui a un impact environnemental aussi. On a cette envie-là, même si on est un peu moins avancé que Nord6. Et je pense que l'aspect transparence, l'aspect sens est important. Et ça crée un engagement commun. Et ça, dans notre mode de fonctionnement coopératif, c'est assez important pour nous, et y compris dans les recrutements. Mais je pense que vous êtes très en avance. Je pense que c'est finalement une forme d'organisation très moderne qui correspond tout à fait à l'ère du temps. À mon sens, le modèle de l'entreprise où on parle d'employés, c'est obsolète. Et la notion de sens, finalement, ou la transition, c'est aussi cette volonté de participer, d'avoir un impact
à tous les étages, dans sa vie peut-être personnelle, par rapport à ce qui a du sens pour soi-même, mais aussi dans l'entreprise dans laquelle on travaille, dans laquelle on œuvre. Et bien sûr, c'est pas l'auberge espagnole. Il faut quand même que dans une entreprise, il y ait in fine des décisions qui soient prises, parce que sinon, on passe son temps à discuter et execution is everything. Donc, à un moment donné, il faut quand même agir. Mais la possibilité de pouvoir s'exprimer, d'amener ses idées, de contredire de façon constructive, c'est-à-dire pas dans une posture de petit chef, mais de contredire par rapport à l'intérêt collectif, ce débat d'idées. C'est ce qui rend très humain finalement l'entreprise et c'est ce qui la rend aussi agile, productive. Donc, je trouve que au contraire, vous êtes très en avance. Mais bon, ça marche aussi sous forme d'entreprise privée. Pour ça, il faut que les dirigeants, on parlait du leadership, et je dirais ce credo-là, et non pas de s'accaparer le pouvoir et l'avoir. Et pour rebondir sur ce que disait Thomas tout à l'heure, je pense que la rémunération, c'est quand même un sujet. Et moi, en tout cas, je suis assez dubitatif de voir certaines entreprises qui, comment dirais-je, privilégient l'actionnaire plutôt que les collaborateurs, ou les entreprises je dirais qu'un petit nombre s'accapare la richesse créée. Je pense que ça n'est plus possible. Et en tout cas, nous, ce qu'on expérimente chez Sycomore, c'est d'abord une répartition équitable entre ce qui est distribué en fin d'année aux actionnaires et ce qui est distribué aux collaborateurs. Voilà, l'actionnaire, il prend le risque, il peut tout perdre. Bon, quand l'entreprise marche, c'est normal qu'il soit rémunéré, mais on considère que ça ne doit pas aller au-delà de la quote-part donc pour les rémunérations qui concernent les collaborateurs. Et puis, au-delà de ça, il y a des mécanismes d'intéressement, de participation qu'on peut mettre en œuvre sans attendre les obligations légales. Bon, c'est un tout petit point de détail, mais je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, même s'il y a 5 collaborateurs dans l'entreprise, on peut commencer à mettre en place de la participation. Et bien sûr de l'actionnariat, ça c'est encore un autre débat, mais ne serait-ce que la participation, je pense qu'elle devrait être généralisée dès le début, parce que c'est une forme de... L'argent n'est pas une fin, c'est juste un moyen, tout le monde en a besoin pour vivre, et une fois de plus, c'est une forme de transparence, de partage, de contribution collective, qui est, comment dirais-je, qui est exprimée sur la partie financière au-delà de son salaire. Et je pense que c'est important dans le walk the talk, quoi. C'est-à-dire dans la mise en œuvre sincère et sonnante et trébuchante. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Amaury, parce que, par exemple, dans les scopes, on a l'obligation de reverser 50% à minima des résultats de l'entreprise à ses salariés. C'est un minimum. Donc, au-delà d'avoir la possibilité d'être associé, je dis associé et pas actionnaire, c'est volontaire parce que voilà, c'est dans une scope, le but n'est pas d'enrichir les actionnaires, par exemple, hein, mais d'avoir une redistribution des résultats et au moins 50%, c'est le minimum que l'on doit reverser aux salariés. Ce qui fait que voilà, on a cet aspect salarié où on se répartit aussi le résultat, le fruit de notre travail, et on est aussi associé puisqu'on en décide. Donc c'est vrai qu'il y a une répartition qui est assez équitable, et puisque par exemple à Alma, nous 100% des salariés sont associés. Donc c'est assez volontaire. En tout cas, ce n'est pas forcément le cas dans toutes les scopes, mais sur Alma, ça a été volontaire. Que tout le monde puisse accéder au sociétariat, mais aussi que l'on se répartisse les résultats. On est divisé en différentes scopettes et pour nos activités. Donc, chacun fait son résultat et après, c'est mutualisé et tout le monde se répartit le résultat. Voilà.
c'est aussi une certaine façon d'impliquer les personnes et aussi de les valoriser, comme Amaury l'expliquait tout à l'heure. Il y a peut-être une dernière chose qu'on n'a pas franchement évoquée, ou je crois peut-être Amaury tout à l'heure, tu l'as un peu touché du doigt, c'est en termes de compétences et de talents qui sont fondamentaux pour conduire des transitions. En fait, c'est une très forte capacité à contextualiser. Aujourd'hui, quand vous engagez des projets qui vont faire évoluer les pratiques métiers, faire évoluer la façon dont vous travaillez votre marché pour vendre vos prestations, vos produits, vos services, vos pratiques managériales, vos modèles de gouvernance, voilà, pour en revenir par exemple au modèle Pescope. Si vous n'êtes pas en capacité de très fortement analyser, très finement analyser le contexte dans lequel vous inscrivez, et que vous, en gros, répliquez des choses qui ont marché ailleurs, vous avez au moins une chance sur deux que ça merde. C'est très clair. Et donc, par exemple, chez nous, on a donc ce modèle qui vise à faire que l'entreprise mette tout en œuvre pour contribuer au maximum à l'intérêt général qu'on appelle terme entreprise, mais au-delà de la façon dont on pilote la boîte avec un référentiel commun, il y a évidemment ensuite des déclinaisons spécifiques pour chaque agence, et là, elles ont une vraie liberté d'action. Parce que nous, on a donc 8 agences en France, une au Maroc, qui est tout aussi impliquée que celle en France d'ailleurs sur ces sujets-là. Et l'idée, c'est que chacun puisse évidemment s'approprier tout ça. Et donc moi, par exemple, dans mon rôle de coordination, d'animation de ces démarches avec des référents locaux, on contextualise et on adapte beaucoup. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut partir des autres. Il faut être capable de comprendre comment le territoire est déjà investi de certains sujets ou non. Est-ce que l'écosystème des clients, il est plus ou moins intéressé? Et on a des agences où on travaille dans des secteurs d'activité assez variés, donc on n'a pas toujours les mêmes réponses en face et le même intérêt des clients pour des solutions qui soient très largement accessibles et éco-conçues autant que possible. Donc ça, je crois que si on revient au cœur de la question qui était finalement quelles compétences et quel talent pour les transitions, c'est une compétence qui s'acquiert difficilement par les études, mais plus par la pratique et surtout par le fait de se donner le temps d'analyser, d'observer. Et en permaculture, le premier truc que vous devez faire, c'est d'observer avant d'agir. Et quand vous agissez, commencez à agir petit et vite pour générer du résultat. Et ensuite, si ça fonctionne, plus élargir tout ça, ou si ça fonctionne moins bien, adapter. Je crois que ça, c'est une des meilleures façons qu'on puisse avoir de bien appréhender les transitions qu'il faut engager. Pauline, toi, on a la chance d'avoir un organisme de formation à nos côtés. Peut-être que sur cette partie justement de former les équipes, mais aussi comment repérer des candidats, tu peux peut-être rebondir là-dessus. Oui, effectivement. Merci, Emma. Je voulais juste rajouter un point par rapport à cette thématique avant de passer sur la partie formation. Comment conserver les talents au sein de l'entreprise ou les attirer. Je crois un point qui n'a pas été abordé, et peut-être qu'Amaury, Corinne ou Thomas, vous aurez un mot à en dire. En tout cas, moi, de mon point de vue salarié, j'ai l'impression aussi que la gestion du temps et le Covid est passé par là et je trouve a vraiment rebattu beaucoup les cartes sur la manière de gérer son temps de travail, le temps aussi qu'on y consacre a beaucoup été rebattu et j'ai l'impression que c'est un vrai sujet pour les salariés aujourd'hui. La semaine des 4 jours notamment qui revient très souvent et qui fait souvent office d'exemple. Je sais que Welcome to the Jungle, on a fait un article qui a été très très partagé. J'ai vraiment la sensation que c'est une thématique qui est importante aussi, que la rémunération importe encore beaucoup, que la notion de sens, de valeur partagée pour, je pense, beaucoup de personnes est fondamentale parce qu'un travail personnel a été fait par beaucoup de personnes et que du coup, il y a une dissonance cognitive énorme entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. Donc, ces enjeux-là sont clairs. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce travail-là aussi au sein des entreprises de repenser complètement en fait la notion même de travail, de comment on le fait, sur quel espace temporel et géographique. Et
et que c'est les entreprises qui auront l'agilité de repenser ça, qui aussi attirent beaucoup et conservent en leur sein les personnes qui souhaitent y travailler. Donc, c'était juste un petit complément et peut-être que vous aurez des exemples plus concrets à donner dans vos entreprises respectives. Et sur la partie formation, c'est vrai que chez nous, on aime bien dire que, enfin, il y a vraiment une notion de, voilà, des fois, il faut déformer pour reformer. Penser différemment, on est tous d'âges différents et de formations différentes et on l'a évoqué à plusieurs reprises, cette nécessité de toujours être apprenant. Je crois que c'est Amaury qui disait ça au début. C'est fondamental dans un monde en perpétuelle évolution. Et il y a vraiment des points clés. Nous, chez Lumia, on base en tout cas beaucoup la partie école et le centre de formation également sur le projet éducation 2030 de l'OCDE, qui a fait un gros travail justement d'identification des compétences nécessaires à la gestion de la transition. Et il y en a 3 qui sont vraiment considérées comme les compétences transformatives, qui sont créer de la valeur nouvelle. Et là, on a un gros champ d'action possible, mais l'idée, c'est pas juste de créer du nouveau pour créer du nouveau, c'est comment on arrive à capter cette capacité d'innovation des personnes pour la diffuser sur les bons enjeux et de la bonne manière, en étant créatif, mais surtout très adaptable. Ça, c'est la première des compétences. La deuxième, c'est comment on arrive à concilier tension et dilemme. Et là, on en revient toujours à cette notion de la vision systémique, en fait, qui vraiment, en tout cas chez nous, est fondamentale. On a conçu Lumia autour de ça. Arrêter de penser les choses dissociées, mais de comprendre qu'elles sont un seul et même tout et qu'on ne peut pas... alors, c'est très difficile de penser systémique, mais en tout cas, on peut essayer le plus possible. Et donc, c'est une des 3 compétences transformatives qui ont été identifiées. Voilà, penser plus global tout en tenant compte de toutes les interactions qu'on arrive à identifier. Et enfin, la dernière, c'est être responsable. Et je pense que c'est fondamental. Et puis, ça reboucle aussi avec ce que tu disais, Corinne, sur la SCOP. On peut être responsable à titre individuel, mais on peut aussi être responsable dans son activité professionnelle, en tant que dirigeant, mais aussi en tant que salarié. Et vraiment tenir compte de toutes les conséquences futures de ses actions. Et du coup, avoir cette capacité d'adaptation, de toujours essayer aussi d'évaluer les risques et les bénéfices. Et là, il y a un gros travail qui est en cours dans beaucoup d'entreprises. Et Amaury, peut-être vous le faites aussi, et je sais que Thomas, vous travaillez dessus, sur quelles sont les métriques aujourd'hui que l'entreprise regarde et comment, en fait, quel gouvernail on prend en fait pour donner la direction à son bateau. Et là, il y a 1001 choses à faire et déjà des choses très intéressantes qui sont faites et nous, on travaille pas mal dessus aussi au sein du centre de recherche-action chez Lumia. Je ne sais pas du coup si j'ai répondu à ta question, Emma, mais en tout cas, on a ces trois compétences transformatives qui viennent un peu irriguer toutes nos formations, qui sont conçues avec l'approche tête-cœur-main que vous connaissez, je pense, tous à peu près et qui nous guide un peu dans la conception pédagogique de nos programmes. Colline, moi, pour rebondir, il y a un commentaire et 2 questions. Il y a Isolde qui dit cela demande d'enseigner l'économie d'entreprise comme les impacts environnementaux et de soutenir la prise de risque aussi. Il a tout à fait raison. Je pense que la mission de l'entreprise, aujourd'hui en tout cas, c'est de donner une compréhension globale, et on parlait de transparence, d'aide à la transition, etc. Enfin, nous, en tout cas, c'est ce qu'on a expérimenté. Tous les 3 mois, on réunit l'ensemble des collaborateurs et on descend les comptes de l'entreprise de façon totalement transparente, avec derrière une explication de texte, pareil sur nos engagements environnementaux et les résultats qu'il peut y avoir. Et oui, la prise de risque, ça devrait être un must si on veut que l'entreprise soit... Ça ne veut rien dire une entreprise agile. C'est un concept de chercheurs en économie. Ce n'est pas l'entreprise qui est agile, c'est les hommes qui sont agiles, forcément. Et donc, pour que les hommes puissent être agiles, bon, il faut quand même qu'il y ait une lumière, un guide, ça c'est la mission, la vision. Il faut qu'il y ait ce dénominateur commun, mais après le pourquoi, mais après le comment, une fois que le pourquoi a été défini, le pourquoi il n'est pas négociable. Mais le comment, tout est possible. Les cartes peuvent être débattues, rebattues en permanence. Ça doit venir des collaborateurs.
la mise en œuvre du pourquoi, c'est dans les mains des collaborateurs et ça nécessite évidemment la possibilité de se tromper, de prendre des risques. Sinon, l'entreprise, elle n'est pas agile, elle respecte ce que va dire Dieu le Père, qui est le dirigeant, et derrière, il n'y a qu'une tête. Et il faut vraiment être sûr que Dieu le Père, il ne se trompe pas, quoi, hein, parce que sinon, il embarque tout le monde. Il embarque tout le monde dans la mauvaise direction. Voilà. Après, il y a une question qui était, qu'en est-il dans le cas de la répartition des résultats entre les actionnaires et les collaborateurs quand son CIS est négatif une année? Normalement, la règle, c'est la suivante. L'actionnaire prend les risques, donc il peut gagner, il peut perdre. Par contre, le collaborateur, non. S'il y a des résultats négatifs en fin d'année, ce n'est pas lui qui va mettre au point. Et puis, il y avait une question, et après je m'arrêterai. Transition holistique implique complexité. Comment est-ce abordé par chacun? Nous, en fait, ce qu'on a remarqué pendant cette période de Covid, et c'est partagé par mes collègues de l'Association nationale des DRH, dont je fais partie, c'est que la complexité génère les relais et génère de la tension auprès des collaborateurs. Et ces relais, à nos yeux, c'est les managers dont le job aujourd'hui enfin, de notre perception, est en transformation profonde. C'est-à-dire que le manager, comment dirais-je, qui régnait par sa présence, c'est terminé. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est la question de 4 jours par semaine, 5 jours par semaine, 3 jours par semaine, peu importe finalement, c'est plus qu'on soit en présentiel ou en distanciel, on a des responsabilités en tant que collaborateur, mais comment est-ce que je fais, moi, manager, pour m'assurer que le collaborateur va mener à bien finalement sa mission pour l'entreprise, quel que soit le lieu ou le temps. Et comment est-ce que je fais pour garder aussi la culture de l'entreprise? Je pense que pendant le Covid, on a surfé sur un capital de culture d'entreprise qui a été créé par le passé quand on était tous ensemble. Bon, et puis on a bien vu les différentes réactions lors du premier confinement, deuxième confinement, troisième confinement. On n'a pas du tout vécu ces confinements de la même manière. Et le risque, c'est que l'entreprise perde sa culture et son ADN quand on travaille tout seul chez soi. Et donc, le rôle du manager aujourd'hui, il a profondément évolué. Il doit être bâti plus sur la confiance, sur la notion de guide, encore plus d'exemplarité. Puis après, il y a d'autres sujets. S'assurer, on parlait tout à l'heure, je crois que c'était Colline, du temps gagné. Qu'est-ce qu'on fait du temps gagné, par exemple, parce qu'on travaille de chez soi et on évite 2 heures de commuting par jour. Voilà. Est-ce que ce temps-là, on l'utilise pour promener son chien? Quel cas, c'est très sympa pour le chien, mais pour le collectif de l'entreprise, c'est pas forcément très utile. Ou est-ce qu'une partie de ce temps, je l'utilise pour justement me former, m'ouvrir, aller dans cette dynamique du collaborateur apprenant, plutôt que d'être dans une routine de travail toujours de plus en plus importante. Voilà. Et donc, le manager aujourd'hui, il doit avoir cette capacité à créer du lien, à être garant de la culture et aussi d'aider à cette transition. Donc, à mon sens, c'est un management de présence. Il y a un tout petit exemple, pour ne pas rester dans des trucs un peu généralistes. Un de mes motos, si je puis dire, pendant le premier confinement, c'était que les managers de Sycomore, qui gèrent des équipes de 7-8 personnes, parce qu'au-delà, je pense qu'on ne peut pas bien s'en occuper, et que les managers réapprennent à prendre leur téléphone plutôt que de converser ou de discuter par mail avec leurs collaborateurs. Ne serait-ce que ça, c'est un micro-exemple, mais qui a eu un impact sur la capacité à rendre le lien quotidien plus fort à distance, la voix, plutôt que balancer un mail. Je voulais aussi réagir pardon, à cette approche des compétences transformatrices que tu as évoqué, Colline, parce que je pense que je peux essayer de concrétiser le propos en donnant un exemple de la façon dont on cherche à apprendre ça chez nous. Et ce faisant, essayer de répondre un petit peu aussi à la question d'Anne, en tout cas à cette réflexion qu'elle a sur la transition globale, holistique, elle implique une grande complexité.
Dans bien des entreprises dites engagées, qui ont des stratégies RSE, et j'ai fait près de 10 ans de conseil dans le domaine, donc je peux vous en parler un petit peu. Bien souvent, vous avez des démarches qui sont structurées par exemple par engagement. Donc vous avez 15, 20, 30 engagements pour les collaborateurs, pour les clients, etc. Et globalement, quand vous êtes un collaborateur qui est attendu sur une production, qu'elle soit intellectuelle, matérielle, hein, les 15-20 engagements RSE, c'est un peu le cadet de vos soucis. Donc c'est complexe. Donc c'est très complexe parce que entre l'ambition d'une organisation qui souhaite s'engager et la capacité à le concrétiser dans le métier de chacun, il y a un monde. Parfois il y en a même deux. Et voilà comment nous on a essayé d'appréhender cela. Et je vais donner un exemple concret, contextualisé encore une fois. Je crois que c'est fondamental. Désormais, avec notre modèle de permis entreprise, il y a un cadre assez clair, très clair et plutôt simple à appréhender, que chacun d'ailleurs est en train de s'approprier. On le voit par plein d'exemples chez nous. Ce sont en fait les principes fondamentaux de la permaculture. Ce sont 3 principes éthiques qui sont indissociables. Vous devez constamment les considérer. Il y en a 2 qui sont plutôt intuitifs, prendre soin des humains, préserver la planète. Il y en a un 3e qui l'est beaucoup moins dans le monde des entreprises, c'est se fixer des limites, savoir fixer des limites. Et donc, en fait, on voit que progressivement, dans les méthodes de management, dans les prises de décision, dans les relations internes, dans les comportements individuels, progressivement, toutes les choses s'alignent parce que ce cadre-là, il est quand même beaucoup plus simple à appréhender que 15 engagements RSE. C'est la première chose. Maintenant, la deuxième, c'est que pour être dans des transitions qui impliquent une grande complexité, plus on fait des liens, notamment entre recherche de performance, bien-être et transition écologique, pour prendre un peu les trois piliers du développement durable, et nous, donc c'est nos 3 principes éthiques, mais en fait, on arrive beaucoup mieux à faire les choses. Je m'explique. Quand on parle de faire de l'éco-conception logicielle, qui est vraiment un souhait fort chez nous en ce moment, mais qu'on se rend compte que la plupart de nos clients n'ont absolument pas d'intérêt fort pour ce sujet-là, et certainement pas au point d'investir avec nous dans ce sujet. En fait, on se rend compte que si on leur parle uniquement d'éco-conception, donc de réduction de l'empreinte environnementale de leur système d'information, de leur plateforme web, c'est pas leur sujet. Eux, leur sujet, c'est combien ça me coûte d'avoir mon service, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que c'est livré dans les temps. Et voilà. Et je leur jette pas la pierre, hein, ils sont entendus là-dessus. Par contre, quand on leur dit, si on travaille sur l'éco-conception, on va non seulement réduire l'impact environnemental du service, mais on va le rendre plus accessible, parce qu'il n'y aura pas besoin du dernier iPhone, du dernier téléphone le plus puissant qui soit pour le faire tourner. On va améliorer la performance de votre service parce que les pages vont charger plus vite, donc il y aura une meilleure satisfaction utilisateur. Potentiellement réduire vos coûts d'hébergement parce que vous aurez besoin de dimensionner différemment vos besoins en hébergement pour faire tourner le service. Tout d'un coup, l'écoute, elle est beaucoup plus forte. Et quand on dit à nos équipes, si tu fais de l'éco-conception, tu vas travailler ton code différemment pour qu'il soit beaucoup plus optimisé, moins source de bugs, et donc tu auras moins de difficultés, moins de problématiques a posteriori pour accompagner le développement ou la mise en œuvre de ce service, ça accroche beaucoup plus. Donc, vous voyez comment, dans une réflexion qui est globale, qui est autour de l'humain, qui est autour de la planète, qui est aussi surtout autour de la performance, parce que dans le monde de l'entreprise, on se doit d'être performant. Si on arrive à faire des liens, les transitions se feront beaucoup plus vite. Et nous, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille de plus en plus avec ces 3 principes éthiques indissociables. Et donc, on est en train de faire émerger une vraie culture d'entreprise où chacun, à son niveau dans son quotidien, doit finalement s'interroger sur l'impact de ses choix et de ses actions au regard de ces 3 principes. Il y a aussi une question de Xavier sur l'entreprise premier incubateur entrepreneurial de France. Est-ce que vous avez des retours, des rebondissements là-dessus? La difficulté là-dessus, c'est que l'entreprise, elle demande à ses collaborateurs d'être sur ces sujets opérationnels. Il faut délivrer. Donc, à mon sens, ça ne fonctionne pas, l'entreprise premier incubateur de France, sauf dans 2 cas de figure. Premier cas, s'il y a une vraie organisation interne qui permet d'innover et qui, derrière, est capable de faire le lien pour financer un projet. Donc, par exemple, chez 3M, les collaborateurs, pas seulement peuvent, mais sont très fortement encouragés de passer 15% de leur temps
sur de la R&D d'idées, alors plutôt en lien avec les métiers de troisième qui sont très nombreux. Mais c'est comme ça, par exemple, que le post-it est né. Je pense que vous connaissez tous l'histoire. Ou chez Nestlé, c'est comme ça que Nespresso est né. Mais il y a une vraie organisation en interne. C'est pas seulement accepter, c'est encourager, processer. Et quelque part, c'est très encouragé. Et derrière, si il y a une adhésion autour de l'idée, il y a la possibilité de la mettre en œuvre en tant qu'intrapreneur ou en tant qu'entrepreneur. Ou le deuxième cas de figure, c'est que soi-même en tant que salarié, pour le coup, on est frustré, on a une idée, on pense avoir identifié un besoin. En réaction à un mauvais comportement de l'entreprise par rapport à un service rendu à un client ou à un besoin qui n'est pas couvert, on part créer son entreprise. Voilà. Mais en dehors de ça, je pense que ça reste un peu un vœu pieux. Il y a Céline qui réagissait également au propos de Thomas tout à l'heure, en disant quand on parle de performance d'usage, le client se sent concerné, performance pour lui et pour ses clients et pour ses collaborateurs. Est-ce que vous souhaitez rebondir là-dessus? Est-ce que pour vous, ça fait sens? Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas. Non. Oui. Oui. C'est-à-dire performance d'usage. Céline, si vous voulez prendre la parole, peut-être, ou Thomas. Non, je caractérise ce qu'on appelle performance d'usage, c'est notamment le fait d'améliorer par exemple, le temps de chargement des services. Là, je parle vraiment dans notre domaine. Hein. Le temps de chargement de page web, le fait que les services soient accessibles, y compris sur des téléphones qui ne sont pas tout récents, le référencement sur les moteurs de recherche qui est amélioré, ce genre de choses. C'est ça, hein, voilà, la performance d'usage. Ok. Merci pour cette explication. Je ne connaissais pas le terme. Ma réponse sur ce point, c'est que, et ça reprend un peu tout ce qui a été dit sur la notion de transparence, d'attente, de sens, de transition, de développement de compétences. Finalement, ce vers quoi on tend, c'est peut-être un peu idéal de ma part, mais c'est un alignement des intérêts collaborateurs, clients et puis collectifs au niveau de l'entreprise. Je pense que les distorsions entre ces trois, on va dire, groupes d'acteurs économiques, elles sont de moins en moins supportables. Et aujourd'hui, quand on parle d'une attente en termes de sincérité, de transparence, je pense que c'est assez lié avec ce besoin d'alignement et on voit les dégâts. Alors c'est peut-être un bon point, ou peut-être même le seul bon point des réseaux sociaux. On voit les dégâts qui se créent quand une entreprise ment. Je ne vais pas citer de nom, mais on en a tous forcément en tête. Ça tue plus que tout. Donc l'alignement des intérêts, et j'espère demain aussi le partage de la valeur ajoutée entre ces trois groupes-là, l'alignement des intérêts de l'écosystème, je pense que c'est ce qui fait que, c'est ce qui fait que la performance d'usage pour à la fois les clients, les collaborateurs et par effet de ricochet bénéfique pour l'entreprise, que finalement ça sert tout le monde, quoi. Eh bien, c'est ce que Céline avait précisé dans son commentaire, ce qui est vraiment utile et utilisable pour l'utilisateur, vraiment ce besoin de sens et que ça soit vraiment utile et bénéfique finalement pour le client, mais aussi pour la société plus généralement. Après, il ne faut pas se mentir, hein, parce que je trouve qu'on est dans une période compliquée dans la mesure où il y a une prise de conscience des enjeux, non pas pour sauver la planète, mais pour sauver l'homme, et la nécessité finalement de changer nos propres comportements, que ce soit en tant qu'individu ou au sein d'une entreprise. Mais après, il faut accepter des trade-offs, il faut accepter de gagner moins d'argent, il faut accepter qu'il y ait moins de rentabilité, il faut accepter
un certain nombre d'impacts, notamment financiers. Voilà, quand nous on fait un métier d'investisseur, notre métier c'est de faire fructifier l'économie, les économies qui nous sont confiées par nos clients. C'est ça notre responsabilité première. Je prends l'exemple d'investir dans des entreprises qui produisent de l'énergie. Si on parle que de la rentabilité financière, ça serait plus tentant d'aller investir chez Exxon que dans une entreprise qui est en train de mettre au point un système de création d'énergie décarbonée à travers un système, si je puis dire, naturel. Bon. Donc, c'est là où il y a un peu un paradoxe, parce que l'entreprise, son premier rôle, c'est de gagner de l'argent, parce que si elle ne gagne pas d'argent, bah, elle meurt. Mais jusqu'où est-ce qu'on est prêt, en tant qu'acteur économique, à d'abord faire passer ce message auprès des actionnaires et peut-être même de certains collaborateurs, que voilà, poursuivre une mission qui essaye d'aligner tous les acteurs de l'écosystème, y compris la Terre, qui à mon avis est le grand perdant de l'écosystème. Il devrait être partie prenante de l'écosystème. Mais bon, c'est pas comme ça qu'on comptabilise la valeur ajoutée créée dans le monde de l'entreprise. Bref, mais qu'on soit prêt à accepter des niveaux de rentabilité différents de ce qu'on a connu par le passé quand on n'était pas conscient de notre impact de destruction et quand on n'était pas en recherche d'un alignement intérêt, projet collectif, individu et client, quoi. Et du coup, on en revient à la question des métriques, en fait. Est-ce que, clairement, on ne peut plus se contenter de seulement regarder la rentabilité économique d'un investissement d'une entreprise. Il faut aller bien au-delà et vos trois entreprises le montrent bien, en fait. On n'est plus dans des... Juste pour information, on a la chance d'avoir un des dirigeants de la CEC dans les participants. On a Alexandre Chrétien qui est là, je sais pas s'il nous entend. Très bien. On n'est plus seulement dans ce qu'au sein de la CEC, ils aiment bien appeler la RSE à la papa, c'est-à-dire de prendre les enjeux environnementaux et sociaux à la marge comme étant une variable d'ajustement, mais il faut complètement repenser le modèle économique des entreprises, le fondement même, en fait, et c'est ce que vous avez fait, Amaury, en étant en Bicorp et en vous questionnant sur votre mission. Mais en faisant ça et en le faisant vraiment de manière très profonde, on ne sera plus dans cette représentation complètement illusoire et erronée du développement durable que vous connaissez tous et que vous avez déjà tous vu 1000 fois, des 3 cercles qui s'interconnectent en un point, mais dans quelque chose de beaucoup plus réaliste, qui est qu'en fait, l'économie ne vient que une fois que l'environnement social est préservé et que l'environnement tout court est préservé, en fait. Donc, on a cette nécessité absolue et le problème, c'est qu'on est dans un système archi-verrouillé, donc c'est extrêmement difficile de rajouter des métriques ou de les modifier, mais en fait, tant qu'on n'aura pas réussi à trouver un moyen d'aller dans cette direction-là, on travaille à la marge, en fait. Et il y a beaucoup d'études qui œuvrent dans ce sens. Je pense notamment à Entreprises et Post-Croissance, édité par Profil il y a à peine quelques mois là, avant les fêtes de fin d'année. Il y en a plein d'autres et on pourra sûrement vous mettre des liens pour des lectures. Mais voilà, juste pour rebondir sur le propos d'Amaury. Je ne sais pas du coup si Alexandre, tu souhaites dire un mot ou pas, mais en tout cas, voilà. Je ne vous entends plus. Si Alexandre ne prend pas la main. Si, pardon, j'ai une petite coupure, mais excusez-moi. Et du coup, je n'ai pas entendu la question posée. Excuse-moi, Colline. Mais... Non, je parlais des métriques et comment enfin voilà, la vision forte de la soutenabilité versus la vision faible. Et je parlais voilà, de comment repenser complètement les modèles économiques d'entreprise. Et puis, j'avais vite fait évoquer la Convention des entreprises pour le climat. Désolée de t'avoir pris à partie sans te prévenir.
Là, il n'y a pas de souci, j'ai répondu non, c'était un parcours apprenant agissant là, pour 150 dirigeants sur 6 sessions et on est effectivement à mi-parcours et l'accélération de la transition, elle est évidemment fondamentale, mais il faut aussi pouvoir la mesurer. Donc, l'un des gros enjeux du parcours en ce moment, c'est, tu l'as dit en introduction, c'était de passer à l'action. Donc, ça a commencé par une prise de conscience à la première session. Là, maintenant, on est sur le déroulé des feuilles de route, puisqu'en sortie de parcours, il faudra que les 150 dirigeants délivrent une feuille de route qui soit à la hauteur des ambitions et qui permette de mesurer la trajectoire et les impacts. Donc, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire avec ce parcours apprenant agissant. Merci. Moi, je vous propose là, de revenir aux questions qui nous étaient posées initialement, parce qu'il y avait des questions sur la mobilisation des équipes, sur comment on les forme en interne pour qu'ils puissent s'engager avec l'entreprise. Moi, je vais apporter un mot. En fait, c'est le mot de l'éthique. Donc, bon, c'est un truc très, très essentiel désormais chez nous. Je vous ai parlé de 3 principes éthiques indissociables, mais je pense que ce mot-là, il est hyper important et bien au-delà du mur de Narcisse qui essaie d'inventer quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que on est entré dans une ère dogmatique. Hein. L'avion, c'est mal, le vélo, c'est bien. Le SUV, c'est mal. La course à pied, c'est bien. Enfin, je sais pas si l'exemple est bon. Coder comme ça, c'est mal. Coder comme ça, c'est bien. Bon, voilà. Et en fait, pour engager du changement, encore une fois, c'est quand même très difficile d'imposer. Très, très difficile dans l'entreprise d'imposer des choses. Donc, en fait, si vous partez de ce qu'on appelle l'éthique, c'est-à-dire une réflexion poussée en vue du mieux agir, vous essayez de créer un cadre où chacun, en fonction de son contexte, va pouvoir agir. Je m'explique. Puisque désormais, chez nous, les choses s'alignent progressivement, c'est-à-dire les projets correspondent à la finalité pour laquelle on veut concevoir des services, puisque de plus en plus de collaborateurs adhèrent à ça et ont envie de participer à ça et nous demandent de les accompagner là-dedans. On pourrait très bien faire des formations en ligne en 2 heures et en disant c'est comme ça qu'il faut faire, point barre, et tu te débrouilles. Sauf que ça ne marche pas. Et en plus, c'est pas mobilisateur. Donc nous, on est plutôt en train de créer des dispositifs d'appropriation autour de l'éthique, où en fait, on va inviter chacun à se poser des questions clés sur des thématiques bien précises pour apporter la réponse la plus juste, ou en tout cas celle qui permet d'agir le mieux en fonction d'un contexte donné. Nous, on est prestataires de services, donc j'en reviens à nos clients qui, parfois, n'ont pas du tout les mêmes aspirations que nous. On ne peut pas imposer une façon de concevoir un service si le client, de toute façon, il n'est pas aligné. Donc, ce qu'on fait, c'est plutôt de dire, voilà, quand tu es sur un projet, quelles questions tu dois te poser en termes de qualité de relation humaine avec tes collègues, avec ton client? Comment, dans ta façon de concevoir, quelles sont les questions à te poser pour pouvoir le faire le mieux possible? Vers qui aller, vers qui te diriger si tu souhaites avoir des conseils pour pouvoir mieux faire? Et on a même créé un conseil d'éthique qui fait que n'importe quel collaborateur qui constaterait des trop forts décalages entre notre projet d'entreprise et ce que lui vit au quotidien, il puisse nous saisir et nous demander d'analyser ce sujet-là pour voir si on ne doit pas mener des actions correctives dans le cas où il y aurait une problématique avérée. Voilà, je crois que ça, c'est assez fondamental parce que forcer le changement, ça ne marche pas. Créer les conditions d'adhésion, c'est complexe. La formation, elle est essentielle, ça c'est clair. On a un très gros dispositif de formation pour ça. Mais il faut surtout, une fois qu'on a créé l'envie chez les autres d'agir, parce qu'ils ont pris conscience d'un certain nombre de choses, il faut leur donner les clés pour décider quelle est la meilleure façon d'agir pour eux et dans leur contexte. Je crois que c'est ce qui fait que chez nous, en ce moment, il se passe plein de choses super intéressantes, sans que ce soit des décisions de direction qui imposent de faire différemment, mais plutôt que ce soit une responsabilisation de chacun qui sait comment agir de la meilleure façon en fonction de son contexte. Et nous, sur le volet formation, justement, peut-être un type un peu plus rade et pâquerette que celui que tu viens d'évoquer, mais qui est complémentaire, c'est-à-dire dans la mise en œuvre. Nous, la formation chez Sycomore, on a décidé finalement que c'était, si on devait la résumer, c'est open bar, c'est-à-dire qu'on utilise une plateforme qui s'appelle SkillUp, qui donne accès à plus de 12 000 organismes de formation que ce soit présentiel, en ligne, etc. Et les collaborateurs n'ont pas à demander à leur manager s'ils peuvent faire une formation ou pas. On a juste dans cette dynamique du collaborateur apprenant par rapport au temps gagné lors du commuting qu'on fait moins. On en a fait un projet d'entreprise et très concrètement, le projet, c'est chaque collaborateur va passer 100 heures par an
à sortir totalement de son contexte professionnel, c'est-à-dire il n'est pas dans la routine opérationnelle. Et ces 100 heures par an, elles sont dédiées, je sais pas, à suivre des conférences, à aller à des salons, à suivre des TED, à faire de la formation, à rencontrer des pairs pour faire du partage d'expériences, etc., etc. 100 heures par an, c'est beaucoup. Mais du coup, pour que derrière, ça soit fluide, on leur fait totalement confiance. Je regarde juste qu'il n'y ait pas trop de formation sur, par exemple, l'œnologie, parce que là, c'est quand même un peu éloigné de notre métier. Mais par exemple, on a notre directeur financier qui a voulu faire une formation de 2 jours sur le marketing digital dans l'asset management. On pourrait se dire, bah, ça ne sert à rien, ça ne va pas profiter à l'entreprise. C'est pas vrai. D'abord, il le fait dans une démarche pour mieux comprendre finalement à quoi correspondent les postes de dépenses autour du marketing, et plus précisément du marketing digital. Et puis pour lui, s'il a un attrait, ça développe son employabilité et on se dit que ça le sert à lui. Et je reviens sur le point au début de la question, finalement, c'est tous ces enjeux qui ne sont pas comptabilisés financièrement aujourd'hui dans l'entreprise. La prise de conscience passe aussi par la connaissance. Je pense qu'un des rôles de l'entreprise, c'est dans ces temps de transition, de pouvoir donner aux collaborateurs l'opportunité d'avoir une vue d'en haut, si je puis dire. Il faut sortir des silos opérationnels, donc c'est l'éthique dont tu parlais, mais c'est aussi être capable de se mettre dans les chaussures de son voisin, que ce soit son collaborateur ou que ce soit son client. Et pour ça, c'est de la connaissance économique, mais aussi de la connaissance sur les sujets E, S, G et bien d'autres encore. J'en prends l'exemple du marketing digital pour un directeur financier. Donc, on doit pousser à cet accès à la connaissance. Et je pense que c'est ça qui fera qu'il y aura une accélération. Je pense que vous avez tous vu le film Don't Look Up. Si on doit attendre qu'on soit vraiment au pied du mur pour accélérer par la force des choses, ça va pas être très drôle. Si par contre, au-delà des early adopters ou ceux qui ont un sens un peu plus développé de la responsabilité ESG, on arrive à travers la connaissance de l'entreprise à donner des prises de conscience aux collaborateurs pour qu'ils deviennent aussi eux-mêmes acteurs dans leur métier, dans le cadre du collectif, mais aussi dans leur vie, et ben, on réussira à accélérer la transition. Alors justement, il y avait quelques questions pour revenir sur vos derniers propos. Thomas, il y a une question. Comment est composé justement votre comité d'éthique dont vous parliez? Je vais répondre très vite parce que je suis pas sûr que ce soit le sujet du jour et j'ai vu une question sur le risque d'avoir tous des collaborateurs qui pensent de la même façon et je trouve qu'elle est plus en lien, mais très brièvement, notre conseil éthique, il est composé de collaborateurs issus de nos différentes agences, de nos différents métiers, avec une représentativité femmes-hommes qui soit au moins égale à celle de l'ensemble dans nos équipes, c'est-à-dire 27% de femmes dans l'entreprise. Et là, on va tendre à plus que ça dans le conseil d'éthique. Et 3 membres externes qui ont chacun une expertise qu'on souhaite pouvoir mobiliser ponctuellement selon les sujets qui sont traités dans le conseil. Et tu voulais rebondir justement sur la question un peu délicate? J'avais commencé dans le chat, mais effectivement, c'est une super question. C'est-à-dire, est-ce que à créer un cadre trop engagé, on risque pas d'avoir que des je vais caricaturer, mais que des écolos un peu radicaux dans l'entreprise, quoi. Hein. Si je prends l'écologie, mais ça pourrait être sur d'autres sujets. Et ma réponse, c'est en fait non. C'est bien pour ça que nous, on préfère 100 fois l'éthique et surtout le fait que du coup, chacun ait les clés pour contextualiser les choses et agir en fonction. Et c'est bien ce faisant qu'on va conserver, je dirais, une diversité qui est une vraie source de richesse. Parce qu'effectivement, si tout le monde a la même façon de répondre aux questions, finalement, on crée des clones, des gens qui sont tous pareils, et puis il n'y a plus aucune diversité dans l'entreprise. Avec cette approche de l'éthique, je peux vous assurer qu'on sait se montrer très, très exigeant. Par exemple,
en refusant 20% de croissance parce qu'on ne fait pas un projet pour des raisons éthiques. On sait aussi conduire le changement et accepter quand parfois il faille faire preuve d'empathie, d'un peu de temps, parce que la réponse donnée dans un contexte spécifique, voilà, est peut-être pas celle qu'on aurait préférée, mais celle qui est la plus cohérente pour que les choses se passent bien et qu'on continue d'avoir une forte adhésion. Voilà, pour avoir essayé de faire des choses de façon un peu radicale en entreprise, voilà, aujourd'hui, je reviens en arrière et je pense que plus on crée les conditions d'adhésion parce qu'il y a une contextualisation, etc., plus ça fonctionne bien en fait au final, surtout parce que chacun s'auto-saisit des sujets et s'adapte. Donc voilà, en tout cas, nous, aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas une perte de diversité, on n'est pas en train d'avoir un seul type de profil grâce à cette approche-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Thomas. Pour nous, c'est pareil, on a des bases où, dès le process d'intégration, on va quand même donner des bases sur qu'est-ce qu'une scope, comment on travaille dans un monde coopératif. C'est important d'avoir des bases, mais après, ce qui fait la richesse de ce genre de structure, c'est la diversité des profils, c'est la diversité des tempéraments. Mais il faut que les personnes comprennent le mode de fonctionnement. Voilà, en tout cas pour notre part, du monde coopératif. Mais au contraire, enfin, je dirais la diversité des talents est importante justement pour ces implications diverses et variées. Hein. Tout le monde ne s'implique pas sur les mêmes choses. Mais on reste sur ce projet commun, sur ces valeurs qui sont importantes pour nous, mais la diversité est importante. Je suis assez d'accord avec toi, Thomas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que du coup, vous auriez chacun peut-être un mot de la fin sur justement ce qui a été dit sur la formation, les talents, leur gestion, leur engagement au sein de l'entreprise, voilà, pour clôturer cette conversation avant de passer aux questions-réponses. Moi, je pense qu'il faut sérieusement que les entreprises se bougent parce que de toute façon, j'enseigne dans plusieurs écoles et je vois bien que là, les jeunes, ils ont beaucoup, beaucoup de mal à pas être dogmatiques. Voilà, je vous dis clairement, accepter que l'avion puisse être la bonne option dans certains cas, ça commence à vraiment plus faire partie de leur logiciel. Il y a une forme de radicalité qui se crée parce que en même temps, eux, ils débarquent dans un monde où ils se rendent compte que les générations précédentes ont un peu fait n'importe quoi. Donc en fait, les entreprises qui se bougeront pas, je pense sincèrement qu'elles vont y perdre. Elles vont y perdre parce que quand il y aura des exigences de leurs clients sur des engagements socio-environnementaux, elles sauront pas y répondre. Elles y perdront parce qu'elles attireront plus de talents. Elles n'arriveront pas à les garder. C'est ce qui me donne finalement un petit peu confiance, cette forme de radicalité des jeunes qui va forcer les boîtes à se bouger. Et voilà. Et nous aujourd'hui, on s'est mis en route très fortement sur l'engagement social et maintenant environnemental par conviction. On se rend compte aujourd'hui que grâce à ça, on a un modèle pérenne, on a des meilleurs résultats économiques en croissance, en rentabilité que beaucoup de nos concurrents. Donc on s'y retrouve aussi sur le modèle économique. On a des relations clients qui sont des relations pérennes. On a des gens qui s'épanouissent. On a une question tous les 2 ans, envoyée anonymement aux collaborateurs, c'est la fierté d'appartenance, c'est l'enthousiasme à venir au travail. Je crois qu'on a plus de 90% de gens qui se disent enthousiastes à venir travailler dans l'entreprise. Donc voilà, les résultats parlent pour ce qu'on fait en matière d'engagement. Donc le mot de la fin, c'est bougeons-nous fort et continuons à bouger pour ceux qui sont déjà en route. Pour les autres, il ne va pas falloir qu'ils tardent trop. Corinne, le mot de la fin? En effet, je pense que les entreprises doivent s'adapter et que on voit bien en termes générationnels, les modèles d'organisation au travail sont différents, évoluent et on est face à des personnes qui sont beaucoup plus engagées et voilà, qui ont cette attention. On parlait notamment notre implication environnementale avec Thomas. Ben oui, je pense que l'entreprise ne peut pas rester insensible à tout ça et ne peut pas ne pas s'adapter. Donc, en effet, il y a différents moyens, voilà, selon les entreprises, mais je pense que c'est incontournable.
Je me permets de rebondir du coup à ce qui vient d'être dit. Je me souviens quand on a très brièvement préparé ce webinaire qu'Amaury, suite à une remarque que j'avais faite justement sur les jeunes générations qui avaient tendance à être plutôt dans la défiance et qui manquaient de confiance dans les entreprises, et c'est un petit peu le message que portait Thomas à l'instant. Amaury avait très justement rappelé que c'était largement intergénérationnel et que c'était peut-être prédominant dans les jeunes générations, mais que c'était un mouvement, un peu lame de fond en fait, et que tous les salariés, quel que soit leur âge, pouvaient, et d'ailleurs peuvent être dans cette même posture de radicalité et de besoin d'alignement beaucoup plus fort que ce qui a pu être fait jusqu'à présent. Donc je voulais juste rebondir là-dessus en ajoutant ce point que peut-être les jeunes générations sont plus fortement impliquées, mais que c'est vraiment une tendance de fond et qui, j'espère, va encore se renforcer. Et qu'il faut, voilà, je pense, juste rappeler peut-être 2-3 mots, la notion d'authenticité, moi, me paraît vraiment indispensable pour les entreprises et je pense qu'on l'a largement explicité pendant le webinaire, donc je ne vais pas revenir dessus. Et puis, on a peu parlé de coopération, mais c'est vrai qu'on pourrait vraiment aussi s'attarder plus dans nos organisations et je sais que les 3 organisations qui sont là aujourd'hui et la mienne aussi, on est vraiment dans cette dynamique-là, non plus de concurrence, non plus juste de collaboration, mais vraiment de coopération avec tout l'écosystème, y compris des entreprises qui auraient pu, il y a encore quelques années, être considérées comme concurrents, parce que la tâche est gigantesque, que les enjeux sont faramineux et qu'en fait, on doit tous s'y mettre en même temps et vraiment coopérer au-delà d'une seule collaboration, vraiment être dans unir les forces plutôt que juste faire chacun dans son coin. Je pense que c'était aussi un des messages du webinaire. Amaury, le petit mot de la fin. Je pense que tout a été dit. Je rajouterais peut-être juste la nécessité dans la transition d'une gouvernance, parce qu'on parle souvent des enjeux environnementaux. Dieu sait qu'ils sont pas importants, ils sont essentiels. Mais l'accélération, elle passe aussi au-delà de la prise de conscience individuelle, de l'engagement dans l'entreprise, du courage aussi. Mettre ses convictions sur la table, et je reste poli, et ça c'est vrai à tous les étages. L'entreprise, elle doit évoluer sur la notion de gouvernance. Pour reprendre ce qui était dit juste avant, je crois que c'est le proverbe africain qui dit tout seul je vais plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est vrai aussi concernant la direction au sens management du terme de l'entreprise. Je pense qu'il faut bien sûr des leaders inspirants, mais peut-être plus sur les valeurs. Et ensuite, il faut donner une part, je pense en termes organisationnels dans l'entreprise, une part plus large à une gouvernance qui est partagée. Parce que derrière, il y a une appropriation, une fois de plus dans la notion de compréhension, de la connaissance. Il y a une appropriation des sujets, des enjeux, et non pas une rétention de l'information. Et donc, c'est ce qui aide à embarquer, au-delà de tout ce qui a été donné comme exemple, etc. C'est ce qui aide aussi à embarquer l'ensemble des collaborateurs. Merci beaucoup. Merci aux 4 intervenants qui ont quand même, je trouve, dans le débat, réussi à justement faire ce fil conducteur. Comme le rappelait Thomas, on avait quelques questions mais sur la formation, comment embarquer les équipes, comment attirer les nouveaux talents, voilà, comment l'entreprise est force de proposition et peut être acteur concret de ces transitions, malgré des situations, comme on le disait en introduction, sur les tensions qu'il peut y avoir sur certains métiers et certaines compétences. Donc, merci beaucoup à eux.
Et merci aussi beaucoup à tous les participants qui, je vois, sont encore là malgré nos petites minutes de retard. Merci beaucoup. On espère voilà, que ça a été utile à tous et toutes. Voilà. Pour le reste des questions, vous pouvez nous transférer des questions encore si vous souhaitez voilà, revenir sur certains points avec grand plaisir. Maud, je te laisse là. Voilà. Oui, en effet, merci beaucoup. On reste à votre disposition. Il y aura en effet un replay auquel vous aurez accès très vite. Je vous le communiquerai à tous. Voilà, donc merci pour votre participation, pour votre disponibilité. On vous souhaite une très belle journée et on reste tout à fait à l'écoute pour toute question, suggestion et pour aller plus loin lors de futurs échanges. Merci à vous. Merci. Merci, Bonne journée. Au revoir. Au revoir.